Est-ce que tu as déjà regardé le ciel la nuit et ressenti quelque chose d'étrange, quelque chose d'inconfortable, comme si l'univers te fixait en retour et que tu étais, toi, l'objet de son indifférence totale? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré des milliards d'étoiles, malgré des milliards de planètes, malgré des milliards d'années, personne ne nous a encore rendu visite? Et si la réponse à cette question était bien plus terrifiante que l'absence de vie ailleurs, bien plus dérangeante que n'importe quelle invasion de science-fiction? Laisse cette dernière question flotter un instant. Puis, voilà ce que Richard Feynman aurait probablement dit en posant sa tasse de café sur la table, en se penchant vers toi avec ce sourire légèrement espiègle qu'il avait, ce sourire qui signifiait que tu étais sur le point de comprendre quelque chose que la plupart des gens préfèrent ne pas voir. Il aurait dit que la vraie réponse à cette question n'est pas cachée dans un dossier gouvernemental secret, ni dans les archives d'une agence spatiale, ni dans les théories des conspirationnistes. La vraie réponse, celle qui change absolument tout pour notre espèce, se trouve dans les lois mêmes de la physique, dans les équations, dans la nature profonde de l'espace, du temps et de l'énergie. Et si tu ne comprends pas ces lois, si tu continues à vivre sans jamais lever les yeux vers ce problème, alors tu traverses ta vie sans comprendre pourquoi la flamme de l'humanité est extraordinairement fragile et pourquoi chaque seconde que nous passons sans nous poser ces questions est une seconde que nous ne récupérerons jamais. Reste ici, parce que ce que Feynman comprenait, ce que les meilleurs physiciens du monde comprennent, et ce que tu vas comprendre dans les prochaines minutes, va modifier ta façon de regarder le ciel pour le reste de ta vie. Bueno, commençons par quelque chose de familier. Imagine un vendredi soir de septembre, le genre de nuit où le ciel est parfaitement dégagé, loin des lumières de la ville. Tu es allongé dans l'herbe, ou peut-être assis sur le capot d'une voiture, et tu regardes vers le haut. Mira, tu vois des points lumineux. Des centaines, des milliers si tu as de bons yeux et un peu de patience. Et il y a ce moment très particulier, ce moment que presque tout le monde a vécu au moins une fois, où tu réalises que ces points ne sont pas des décorations, ce sont des soleils. Chacun de ces points est une étoile, certaines bien plus grandes et plus brillantes que notre propre Soleil, certaines entourées de planètes, certaines probablement entourées de planètes où des conditions favorables à la vie existent depuis bien plus longtemps que sur Terre. Et là, dans cette nuit de septembre, allongé dans l'herbe, tu te poses la question la plus naturelle du monde. La question que Feynman lui-même posait en faisant claquer ses bongos dans son bureau de Caltech. La question qu'Enrico Fermi a posée à la cantine du laboratoire de Los Alamos lors d'un déjeuner ordinaire en 1950. Où sont-ils tous? Où sont les autres? S'il y a autant d'étoiles, autant de planètes, autant de temps, pourquoi le ciel radio est-il si désespérément silencieux? Pourquoi personne n'est venu frapper à notre porte? Fijate bien, parce que c'est ici que la plupart des gens s'arrêtent. Ils haussennent les épaules, ils rentrent chez eux et ils regardent une série télévisée. Et c'est exactement ce comportement, cette indifférence confortable face au silence cosmique, qui représente l'une des menaces les plus sérieuses pour la survie à long terme de notre espèce. Pas parce que les extraterrestres vont arriver et nous envahir. Non, mais parce que si tu ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas venir, tu ne comprends pas non plus pourquoi nous ne pouvons pas facilement partir. Et si nous ne pouvons pas partir, si nous restons coincés sur cette petite roche bleue, alors notre destin est déjà écrit dans les statistiques les plus froides de l'astrophysique. Si tu pars maintenant, si tu changes de vidéo ou que tu passes à autre chose, voilà ce que tu rates. Tu rates la compréhension d'une vérité physique qui détermine si notre espèce survit ou disparaît. Tu rates les outils conceptuels que Feynman lui-même considérait comme indispensables pour quiconque veut vraiment comprendre l'univers. Et tu continues à regarder ce ciel de septembre sans jamais saisir ce qu'il te dit réellement. Ce serait dommage, ce serait même, d'un certain point de vue feynmanien, un petit désastre intellectuel. Alors laisse Feynman t'expliquer. Laisse cette voix, ce style, cette façon particulière de démolir la complexité et de la reconstruire en quelque chose de lumineux, te guider à travers les vraies raisons pour lesquelles même les civilisations les plus avancées de l'univers se heurtent à des murs physiques absolus, des murs que ni l'ingéniosité ni la technologie ne peuvent simplement traverser en claquant des doigts. Me sigue. Bien, parce que nous devons d'abord parler de quelque chose qui fait peur. Vraiment peur. Pas le genre de peur d'un film d'horreur, mais le genre de peur qui reste avec toi le lendemain matin quand tu bois ton café et que tu regardes par la fenêtre.
Voilà la vérité nue. La Terre a déjà été frappée par des astéroïdes suffisamment grands pour effacer des espèces entières. Cela s'est produit au moins 5 fois de façon majeure dans l'histoire géologique de notre planète. La dernière fois, il y a environ 66 millions d'années, un rocher d'environ 10 km de diamètre a percuté la péninsule du Yucatan avec une énergie équivalente à plusieurs milliards de bombes atomiques. Et les dinosaures, qui avaient dominé cette planète pendant 160 millions d'années, ont disparu. 160 millions d'années. Nous les humains, nous existons depuis environ 300 000 ans. Nous sommes des débutants. Nous sommes des bébés cosmiques qui se croient invincibles parce que nous avons construit des villes et inventé Internet. Et ce n'est pas tout. Notre propre Soleil est une étoile de type G, une naine jaune. Et dans environ 5 milliards d'années, il va se transformer en géante rouge et engloutir la Terre. 5 milliards d'années, c'est beaucoup, tu dirais? Peut-être. Mais notre Soleil va aussi, bien avant ça, devenir progressivement plus lumineux et plus chaud, rendant la Terre inhabitable bien avant sa mort finale. Et puis il y a les supernovas proches, les sursauts gamma, les changements climatiques cataclysmiques, les supervirus, les guerres nucléaires, les effondrements de civilisations. La liste des façons dont notre aventure peut se terminer est longue et variée, et l'univers ne nous accordera aucune faveur spéciale. Feynman n'était pas pessimiste. Il était précis. Et la précision, dans ce cas, mène à une conclusion très simple. Une espèce qui reste sur une seule planète est une espèce avec une date d'expiration. Pas hypothétique, réelle, statistique, inévitable. Et pourtant, nous dépensons collectivement une fraction infime de nos ressources à chercher comment partir, comment comprendre les lois qui gouvernent l'espace, comment devenir une civilisation multiplanétaire ou même interstellaire. C'est comme vivre dans une maison que tu sais être construite sur une faille sismique active et refuser de chercher comment partir parce que la cuisine est confortable et que la télévision fonctionne bien. L'OVS, le problème n'est pas que nous manquons d'intelligence. Le problème est que nous manquons d'urgence. Et cette urgence, tu ne peux la ressentir vraiment que si tu comprends la physique. Pas superficiellement, pas comme un slogan, mais vraiment. Dans tes os. Alors parlons de pourquoi les extraterrestres, même les plus avancés, ne peuvent probablement pas nous rendre visite. Et en comprenant cela, nous allons comprendre pourquoi nous non plus ne pouvons pas facilement partir. Et en comprenant ça, nous allons comprendre ce qu'il faut vraiment faire. Commençons par la distance. Mira, les gens entendent le mot étoile voisine et ils imaginent quelque chose de gérable. L'étoile la plus proche de notre Soleil s'appelle Proxima Centauri. Elle se trouve à environ 4,2 années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en une année. Et la lumière voyage à environ 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Pour te donner une idée, la lumière fait le tour de la Terre environ 7 fois et demi en une seule seconde. En 8 minutes, elle va du Soleil à la Terre. Et pourtant, pour aller de notre Soleil à Proxima Centauri, même la lumière met 4 ans et 2 mois. 4 années de voyage à la vitesse la plus rapide que la physique autorise. Maintenant, nos meilleures sondes spatiales actuelles, Voyager 1 par exemple, lancée en 1977, voyage à environ 62 000 km par heure, ce qui semble impressionnant. Jusqu'à ce que tu calcules combien de temps il lui faudrait pour atteindre Proxima Centauri. La réponse est environ 73 000 ans, fois 73 000 ans, pour aller chez notre voisin le plus proche. Quand Voyager 1 a été lancé, la Grèce antique n'existait pas encore depuis aussi longtemps. Voilà la réalité des distances interstellaires. Puis, tu pourrais dire, mais une civilisation avancée pourrait aller beaucoup plus vite. Absolument. Et Feynman serait d'accord pour explorer cette idée. Mais voici où la physique commence à poser des questions très inconfortables. Pour aller vite, il faut de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Une quantité d'énergie qui dépasse presque tout ce que nous pouvons concevoir. Imaginons qu'une civilisation quelconque veuille accélérer un vaisseau de taille raisonnable, disons 1000 tonnes, à 10% de la vitesse de la lumière. 10% seulement. L'énergie nécessaire pour faire ça serait de l'ordre de 10 puissance 21 joules. C'est à peu près l'énergie que le Soleil produit en une fraction de seconde. Et c'est bien plus que toute l'énergie que l'humanité a produite dans toute son histoire combinée. Et nous parlons de 10% de la vitesse de la lumière, pas 100%. Monsieur, ce n'est pas une question d'ingéniosité ou de volonté. C'est une question d'énergie fondamentale.
Et l'énergie, dans cet univers, obéit à des lois très strictes. Des lois que Feynman adorait, parce que ces lois sont honnêtes. Elles ne font pas de faveur, elles ne se laissent pas corrompre, elles ne changent pas selon les opinions politiques ou les désirs humains. Elles sont ce qu'elles sont et elles s'appliquent à tout le monde, y compris aux civilisations extraterrestres, aussi avancées soient-elles. Mais attendons, il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose que même beaucoup de passionnés de science ne comprennent pas complètement. Et c'est le problème de la relativité restreinte. Feynman avait une façon magnifique d'expliquer Einstein. Il disait que la relativité n'est pas une théorie bizarre inventée par un homme bizarre avec de mauvaises coupes de cheveux. C'est simplement la description précise de comment l'espace et le temps fonctionnent réellement. Et si tu trouves ça bizarre, c'est parce que tu es habitué à des vitesses très basses, des vitesses où les effets relativistes sont négligeables. Voilà ce que dit Einstein et ce que les expériences ont confirmé des milliers de fois avec une précision extraordinaire. Rien de ce qui a une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Jamais. Pas avec un meilleur moteur, pas avec une meilleure technologie, pas avec plus d'énergie. C'est impossible en principe. Et voici pourquoi expliquer à la façon de Feynman. Quand tu accélères un objet, sa masse effective augmente. Plus tu vas vite, plus l'objet devient lourd dans le sens relativiste du terme. À des vitesses proches de la lumière, l'énergie nécessaire pour continuer à accélérer tend vers l'infini. L'infini, pas une très grande quantité. L'infini. Tu ne peux pas payer une facture infinie d'énergie. Personne ne le peut. Pas nous, pas les Vulcains. Pas les civilisations hypothétiques qui ont 5 milliards d'années d'avance sur nous. Imaginate pour un momento. Une civilisation a développé pendant 5 milliards d'années, 5 milliards d'années de technologie, de science, de génie. Et pourtant, si elle veut envoyer un vaisseau habité vers une galaxie distante de 2 millions d'années-lumière, ce vaisseau mettra au moins 2 millions d'années pour arriver, même s'il voyage très près de la vitesse de la lumière. Et pendant ces 2 millions d'années, la civilisation d'origine aura peut-être évolué, peut-être disparu, peut-être sera-t-elle devenue quelque chose d'entièrement différent. Le voyage interstellaire, même pour les plus avancés, n'est pas une question de technologie manquante. C'est une question de géographie cosmique absolue. Et voilà quelque chose que Feynman trouvait à la fois magnifique et légèrement décourageant, la dilatation du temps. Quand tu voyages très vite, le temps s'écoule plus lentement pour toi que pour ceux qui restent immobiles. Si tu voyages à 99% de la vitesse de la lumière pendant ce qui te semble être 10 ans, environ 70 ans se seront écoulés sur Terre. C'est réel. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la physique confirmée par des expériences avec des horloges atomiques dans des avions et des satellites. C'est pourquoi les GPS doivent corriger leurs calculs pour tenir compte de la relativité, sans quoi ils seraient complètement inexacts. Love S. La dilatation du temps signifie que pour l'équipage d'un vaisseau hypothétique, le voyage vers une étoile lointaine pourrait sembler relativement court. Mais pour la civilisation qui les a envoyés, des siècles ou des millénaires se seront écoulés. Tu envoies tes meilleurs explorateurs en voyage et quand ils arrivent à destination, tout le monde qui les connaissait est mort depuis longtemps. C'est un problème organisationnel, émotionnel et philosophique d'une profondeur extraordinaire, même pour une civilisation avancée. Bueno, maintenant parlons de la paradoxe de Fermi avec l'œil de Feynman, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment vertigineuses. Enrico Fermi, lors de ce déjeuner à Los Alamos, a posé une question simple. Si la vie extraterrestre intelligente est si probable statistiquement, si l'univers est si vieux et si vaste, pourquoi n'avons-nous aucune preuve de son existence? Ni signal radio, ni vaisseau, ni artefact, ni trace, rien. Les astronomes ont identifié plus de 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Chaque galaxie contient en moyenne des centaines de milliards d'étoiles. Notre propre Voie lactée en compte environ 200 à 400 milliards. Et nous savons maintenant, grâce aux missions comme Kepler et TESS, que la plupart de ces étoiles ont des planètes en orbite autour d'elles. La probabilité statistique que nous soyons les seuls êtres intelligents dans tout ça est, pour utiliser le terme technique de Feynman, ridiculement petite. Presque nulle. Et pourtant, le silence est total. Feynman avait une façon particulière d'aborder les paradoxes. Il ne les acceptait pas, il creusait.
Il disait que quand la théorie et l'observation ne s'accordent pas, l'une des deux se trompe et ton travail est de trouver laquelle. Et dans le cas de la paradoxe de Fermi, plusieurs explications sont possibles et chacune d'elles est plus perturbante que la précédente. La première explication, les distances sont tout simplement trop grandes, même pour des civilisations très avancées. Même si des dizaines de milliers de civilisations intelligentes existaient dans notre seule galaxie, si elles sont séparées par des milliers d'années-lumière et si aucune ne peut voyager ou même communiquer plus vite que la lumière, alors elles pourraient toutes exister simultanément sans jamais se rencontrer, sans jamais même savoir les unes des autres. L'univers est si grand qu'il peut contenir une multitude de civilisations qui ne se croisent jamais. C'est comme imaginer des villages isolés sur des îles séparées par des océans tellement vastes qu'aucun bateau ne peut les traverser. Ils existent, ils ne se parlent pas. Et du ciel, si tu pouvais voir la terre entière, tu pourrais parfaitement trouver tous ces villages silencieux et te demander pourquoi personne ne se visite. La deuxième explication, le temps. L'univers a 13,8 milliards d'années. Notre espèce existe depuis 300 000 ans. Nos émissions radio, qui voyagent à la vitesse de la lumière, n'ont parcouru qu'un rayon de 120 ans dans l'espace. 120 années-lumière dans une galaxie large de 100 000 années-lumière. Nous sommes comme quelqu'un qui vient d'allumer une petite bougie dans un stade de football la nuit et qui se demande pourquoi personne dans les tribunes ne l'a remarqué. Peut-être que des civilisations ont existé et ont disparu des millions d'années avant que notre planète ne soit même formée. Peut-être que d'autres émergeront dans des millions d'années après que nous serons partis. L'univers ne synchronise pas ces événements pour notre confort. Me sigue ? Et voilà la troisième explication, celle que Feynman aurait examinée avec le plus de soin, parce qu'elle touche directement à la survie de notre propre espèce. On l'appelle le grand filtre. L'idée est la suivante. Quelque part dans la trajectoire de développement d'une civilisation intelligente, il existe un obstacle tellement formidable que presque personne ne le franchit. Un filtre. Et la question terrifiante est, est-ce que ce filtre est derrière nous ou devant nous ? Si le filtre est derrière nous, si la partie difficile était de passer de la chimie simple à la vie, ou de la vie unicellulaire à la vie complexe, ou de la vie complexe à l'intelligence, alors nous avons peut-être déjà franchi l'obstacle le plus difficile. Nous sommes peut-être parmi les rares à avoir réussi, et l'avenir, bien que plein de défis, est ouvert. Mais si le filtre est devant nous, si la partie difficile est encore à venir, si presque toutes les civilisations intelligentes qui atteignent notre stade de développement finissent par se détruire elles-mêmes, que ce soit par des armes nucléaires, par l'effondrement écologique, par la création d'une intelligence artificielle incontrôlable, ou par n'importe quelle autre catastrophe auto-infligée, alors le silence du cosmos est une prophétie. Et les étoiles ne sont pas silencieuses par indifférence. Elles sont silencieuses parce que tout le monde avant nous s'est éteint au moment critique. Figeac, bien comme cette idée est différente des films de science-fiction. Dans les films, les extraterrestres arrivent avec des vaisseaux et des lasers. Dans la réalité physique, le danger le plus probable n'est pas qu'ils viennent nous envahir. C'est que nous soyons en train de reproduire exactement le schéma que toutes les autres civilisations intelligentes ont reproduit avant de disparaître. Maintenant, est-ce que cela signifie que tout espoir est perdu ? Absolument pas. Et c'est ici que Feynman aurait frappé sur ses bongos avec enthousiasme, parce que la physique, cette même physique qui pose les obstacles, donne aussi les clés, pas des clés magiques qui violent les lois de la nature. Des clés réelles, des clés qui fonctionnent précisément parce qu'elles obéissent à ces lois. Premièrement, parlons de la propulsion. Les moteurs chimiques actuels, comme ceux qui ont propulsé les fusées Apollo, brûlent du carburant pour créer une poussée. C'est efficace pour sortir de l'atmosphère terrestre, mais c'est catastrophiquement inefficace pour les voyages interplanétaires longs et complètement inutilisable pour l'interstellaire. Il y a plusieurs alternatives sérieuses que la physique autorise et que les scientifiques étudient activement. La propulsion nucléaire thermique. Un réacteur nucléaire chauffe un propulseur, de l'hydrogène liquide par exemple, à des températures extrêmes, et ce propulseur s'échappe à grande vitesse pour produire une poussée. Les systèmes nucléaires peuvent atteindre des vitesses d'éjection 2 à 3 fois supérieures aux moteurs chimiques, ce qui se traduit par des voyages vers Mars en quelques mois plutôt qu'en plusieurs mois. La NASA et plusieurs agences ont développé des prototypes. Ce n'est pas de la spéculation. C'est de l'ingénierie qui attend d'être financée et déployée.
La propulsion par fusion nucléaire. Si nous pouvions maîtriser la fusion, le même processus qui alimente le Soleil, nous aurions accès à des densités énergétiques extraordinaires avec des carburants abondants comme l'hydrogène ou l'hélium-3. Un vaisseau propulsé par fusion pourrait théoriquement atteindre des vitesses de l'ordre de 5 à 10% de la vitesse de la lumière, ce qui amènerait le voyage vers Proxima Centauri à 40 à 80 ans. Toujours long, mais à l'échelle humaine. Des générations successives pourraient habiter un vaisseau interstellaire. C'est le concept du vaisseau génération que les physiciens et les ingénieurs explorent sérieusement. L'OVE, ce n'est pas de la fantaisie. Ce sont des applications directes de la physique nucléaire que Feynman lui-même avait contribué à développer pendant le projet Manhattan et à Caltech. Il aurait ri de son petit rire caractéristique à l'idée que les mêmes équations qui gouvernent les bombes peuvent aussi gouverner les moteurs des explorateurs interstellaires. La physique ne juge pas, elle fournit les outils. C'est aux humains de décider comment les utiliser. Mais voilà un concept encore plus audacieux et qui illustre parfaitement la façon dont Feynman aimait penser, la voile solaire, ou plus précisément la voile à laser. L'idée est simple dans sa conception et extraordinaire dans ses implications. Au lieu de transporter du carburant, ce qui est extrêmement lourd et coûteux, tu construis un vaisseau extrêmement léger avec une voile très large et tu l'accélères en le bombardant avec un laser puissant depuis une station dans l'espace. La lumière, même si elle n'a pas de masse, a une quantité de mouvement, elle peut pousser. Et si ta voile est suffisamment grande et ton vaisseau suffisamment léger, tu peux atteindre des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Le projet Breakthrough Starshot, annoncé en 2016 par Stephen Hawking et Yuri Milner, propose exactement ça. Des nanosondes de quelques grammes, attachées à des voiles de quelques mètres, accélérées par un réseau de lasers jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, elles atteindraient le système d'Alpha Centauri en environ 20 ans. La physique est correcte. Les défis sont d'ingénierie, pas de principe. Nous parlons de la première mission réelle vers une autre étoile dans un délai humain compréhensible. Feynman aurait adoré ça. Il aurait dit quelque chose comme « Tu vois, l'univers est immense, mais il laisse des portes ouvertes. Il ne te donne pas des autoroutes, il te donne des portes et ton boulot est de les trouver et de les ouvrir. » Maintenant parlons de quelque chose que beaucoup de gens esquivent, mais que Feynman aurait attaqué frontalement, la question de la vie extraterrestre et de ce qu'elle implique biologiquement. Est-ce que la vie, telle que nous la connaissons sur Terre, est la seule forme possible? Ou est-ce que des formes radicalement différentes de vie pourraient exister ailleurs? La biologie terrestre est fascinante dans sa diversité, mais elle est aussi fascinante dans son uniformité fondamentale. Toute vie sur Terre, des bactéries aux baleines, en passant par les champignons et les humains, utilise le même code génétique basé sur l'ADN, les mêmes 20 acides aminés, les mêmes mécanismes de base pour l'énergie et la reproduction. Cette uniformité suggère une origine commune. Mais elle ne prouve pas que c'est la seule façon dont la vie peut fonctionner. La chimie du carbone, qui est la base de toute vie terrestre, est extraordinairement versatile. Le carbone forme facilement des chaînes longues et stables, des structures complexes en 3 dimensions, des molécules capables de stocker et de transférer de l'information. C'est pour ça que le carbone est le matériau de base de la biochimie. Mais le silicium, qui est dans la même colonne du tableau périodique, peut aussi former des liaisons complexes, bien que moins versatiles que celles du carbone dans des conditions terrestres. À des températures beaucoup plus basses ou plus élevées, dans des solvants différents de l'eau, peut-être que la chimie du silicium devient plus intéressante. Il y a aussi des environnements sur Terre que nous aurions autrefois jugés complètement inhospitaliers à la vie et qui abritent des organismes remarquables. Les fumeurs hydrothermaux au fond des océans à des pressions écrasantes et des températures supérieures à 300 degrés Celsius. Les lacs acides avec un pH proche de 0, les sources hypersalines, les roches à plusieurs kilomètres sous la surface terrestre. Ces organismes extrémophiles ont élargi notre définition de ce que la vie peut supporter et par extension, notre idée des environnements où la vie pourrait exister ailleurs dans le cosmos. Europa, la lune de Jupiter, possède un océan d'eau liquide sous sa croûte glacée, maintenue liquide par les forces de marée de Jupiter. Encelade, une lune de Saturne, projette des geysers d'eau et de composés organiques dans l'espace. Ces deux mondes sont de sérieux candidats pour abriter une forme de vie microbienne. Pas des extraterrestres intelligents avec des vaisseaux spatiaux. Des microbes
mais des microbes seraient déjà la découverte la plus importante de toute l'histoire humaine. Il prouverait que la vie n'est pas un accident extraordinaire limité à la Terre. Il prouverait que la chimie de la vie est quelque chose que l'univers fait naturellement, peut-être fréquemment, peut-être partout où les conditions sont à peu près correctes. Feynman avait une façon magnifique de mettre les choses en perspective. Il disait que si tu regardes un atome de carbone dans ton corps, cet atome a été forgé dans le cœur d'une étoile qui a explosé en supernova avant que notre Soleil ne se forme. Tu es littéralement fait de poussière d'étoiles. Pas de façon poétique, de façon littérale et chimique. Les mêmes atomes que ceux qui font les étoiles font aussi les humains. L'univers se répète, il utilise les mêmes ingrédients partout. Et si les ingrédients sont les mêmes partout, pourquoi la recette de la vie serait-elle unique? Tin Santido. Et voilà où ça devient profondément important pour notre discussion sur pourquoi les extraterrestres avancés ne peuvent pas nous visiter. Si la vie est commune dans l'univers et si les barrières physiques au voyage interstellaire sont absolues pour tout le monde, alors ce que nous devrions chercher n'est pas des vaisseaux qui arrivent dans notre atmosphère. Ce que nous devrions chercher, ce sont des signaux, des communications, des traces d'ingénierie à grande échelle, des modifications de l'environnement stellaire qui trahiraient la présence d'une civilisation avancée. Le projet SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, cherche exactement ça depuis des décennies. Et si nous n'avons rien trouvé jusqu'ici, cela ne prouve pas l'absence de vie. Cela dit simplement que soit nous ne cherchons pas dans le bon spectre, soit les civilisations avancées ne communiquent pas de façon que nous pouvons détecter, soit elles sont si loin que leurs signaux sont trop faibles, soit le grand filtre est une réalité et les civilisations avancées sont en fait extrêmement rares. Toutes ces possibilités sont ouvertes et la physique ne peut pas encore les distinguer, ce qui devrait nous rendre humbles, vraiment humbles, pas dans un sens défaitiste, mais dans le sens où Feynman utilisait l'humilité, comme point de départ de l'investigation honnête. Fijate bien, il y a un concept que peu de gens ont entendu, mais que Feynman aurait adoré discuter avec enthousiasme, les structures de Dyson. Freeman Dyson, un physicien brillant qui était l'ami et le collègue de Feynman, a proposé dans les années 60 qu'une civilisation suffisamment avancée construirait éventuellement des mégastructures autour de son étoile pour capturer la totalité de son énergie. Une sphère de Dyson complète entourerait l'étoile entière, capturant chaque photon qu'elle émet. Une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev, une civilisation qui utilise toute l'énergie de son étoile. Si de telles structures existent quelque part dans notre galaxie, nous pourrions les détecter. Elles rayonneraient de la chaleur dans l'infrarouge d'une façon caractéristique. En 2015, une étoile désignée KIC 846-128-105-2, surnommée l'étoile de Tabi, a montré des patterns de variation de luminosité extraordinairement inhabituels que certains astronomes ont momentanément envisagés comme une possible mégastructure artificielle. L'explication finale était probablement des nuages de comètes et de poussière. Mais l'idée était réelle et sérieuse. Nous pouvons chercher des traces d'ingénierie cosmique, et si nous en trouvons, cela changerait absolument tout. Bueno, revenons à la question centrale. Pourquoi même les extraterrestres avancés ne peuvent pas nous visiter? La réponse que la physique donne est profonde et à plusieurs niveaux. Premièrement, les distances sont tellement vastes que même à des vitesses proches de la lumière, les voyages durent des décennies ou des siècles. Deuxièmement, atteindre de telles vitesses requiert des quantités d'énergie qui défient toute économie rationnelle même pour des civilisations avancées. Troisièmement, rien ne peut atteindre la vitesse de la lumière, encore moins la dépasser, et les raccourcis hypothétiques comme les trous de verre ou le moteur d'Alcubierre restent profondément problématiques sur le plan physique. Parlons un instant du moteur d'Alcubierre, parce que c'est un exemple parfait de la façon dont Feynman aborderait une idée séduisante avec rigueur. En 1994, le physicien mexicain Miguel Alcubierre a proposé une solution mathématique aux équations d'Einstein qui décrit une région d'espace-temps qui se contracte devant un vaisseau et s'étend derrière lui. Le vaisseau lui-même resterait dans une bulle d'espace-temps plate sans jamais dépasser la vitesse de la lumière localement, mais se déplaçant effectivement plus vite que la lumière par rapport à l'espace extérieur. C'est mathématiquement cohérent avec la relativité générale.
C'est ce que les physiciens appellent une solution exacte des équations d'Einstein, ce qui est formidable. Mais voici les problèmes que Feynman aurait immédiatement soulevés avec son sourire caractéristique. Pour créer et maintenir cette bulle d'Alcubierre, il faudrait de l'énergie exotique, une forme d'énergie avec une densité d'énergie négative. Et les calculs montrent que les quantités nécessaires sont fantastiques. Les premières estimations étaient de l'ordre de la masse totale d'une planète convertie en énergie exotique. Des raffinements ultérieurs ont réduit ces estimations, mais elles restent colossales et liées à une forme de matière dont l'existence en quantité macroscopique n'a jamais été démontrée. De plus, il n'existe aucun mécanisme connu pour créer, contrôler ou diriger cette bulle une fois formée. Feynman aurait dit « Regarde, l'idée est belle. Les mathématiques sont correctes, mais la physique demande des ingrédients qui n'existent peut-être pas de cette façon dans la nature. Et si ces ingrédients n'existent pas, alors la solution mathématique est une curiosité sans application pratique, comme une carte de route vers un endroit qui n'existe pas. Ce n'est pas une critique de l'idée, c'est une évaluation honnête de ce que la physique nous permet de dire. De même pour les trous de verre. Les trous de verre sont des solutions théoriques de la relativité générale qui connecteraient deux régions distantes de l'espace-temps. Ils sont mathématiquement possibles. Mais ils nécessitent aussi de l'énergie exotique pour rester ouverts. Ils seraient probablement instables et aucune observation n'a jamais suggéré qu'ils existent réellement dans l'univers. Ce sont des outils mathématiques fascinants, pas des autoroutes interstellaires disponibles. Me sigue ? Et c'est précisément ce point que Feynman trouvait si important. La différence entre ce qui est mathématiquement cohérent et ce qui est physiquement réalisable. L'univers ne t'est pas obligé de fournir tout ce que les mathématiques décrivent. Les mathématiques sont un outil extraordinairement puissant pour explorer les possibilités, mais la nature reste l'arbitre final. Et si tu confonds les possibilités mathématiques avec les réalités physiques, tu peux passer ta vie à chercher des portes qui n'existent pas. Alors qu'est-ce que tout ça signifie pour nous, pour notre espèce, pour notre avenir? Feynman aurait dit que ça signifie une seule chose, une chose fondamentale et urgente. Nous devons comprendre, vraiment comprendre. Pas superficiellement, pas avec des métaphores vagues, mais avec la rigueur et la curiosité implacable que la physique exige. Parce que comprendre nous donne des options. Et les options, dans un univers qui ne nous fait pas de cadeaux, sont la seule monnaie qui compte. Nous devons investir massivement dans la science fondamentale, dans la physique des particules, dans l'astrophysique, dans l'ingénierie nucléaire, dans la biologie synthétique, dans l'intelligence artificielle appliquée à la recherche scientifique. Pas parce que c'est joli, pas parce que c'est romantique, parce que c'est la seule façon de développer les technologies qui nous permettront de devenir une espèce multiplanétaire avant que quelque chose de catastrophique ne nous en empêche. Imaginate pour un momento une civilisation qui aurait compris tout ça 500 ans plus tôt. Une civilisation qui aurait dirigé ses ressources, son génie collectif, son imagination débridée vers la compréhension des lois de l'univers et leur application pour quitter la planète natale. Elle aurait probablement des colonies sur Mars depuis des générations. Elle aurait peut-être des sondes dans plusieurs systèmes stellaires. Elle serait, pour utiliser la terminologie de Kardashev, en train de devenir une civilisation de type 2. Et si un astéroïde frappait sa planète natale, ce serait une tragédie locale, pas une extinction totale. L'espèce continuerait, la connaissance continuerait, l'aventure continuerait. C'est ça, l'enjeu réel. Pas la curiosité intellectuelle pour la curiosité intellectuelle, bien que Feynman aurait défendu la curiosité intellectuelle pour elle-même avec une passion totale. L'enjeu, c'est la survie, la persistance. La possibilité de continuer à exister, à apprendre, à créer, à se demander et à tâtonner vers la compréhension dans un univers qui est réellement magnifique et réellement indifférent à notre survie. Et voici quelque chose que Feynman disait souvent dans ses conférences à Caltech, dans ses entretiens, dans ses livres. L'ignorance est une chose très précieuse, pas l'ignorance confortable qui refuse de regarder les questions difficiles. Mais l'ignorance consciente, l'ignorance qui reconnaît ce qu'elle ne sait pas, qui pointe vers les questions ouvertes, qui crée la motivation pour aller chercher. Il disait que les scientifiques savent vivre dans le doute, dans l'incertitude, sans besoin d'une réponse définitive. Et qu'ils trouvent ça non pas angoissant, mais excitant. Parce que les questions ouvertes, les mystères non résolus sont les endroits où la connaissance se trouve en attente d'être découverte. La paradoxe de Fermi est exactement ça. Une question ouverte monumentale.
Une question dont la réponse correcte pourrait changer absolument tout ce que nous comprenons sur notre place dans le cosmos. Et le fait que nous n'ayons pas encore la réponse n'est pas une raison de désespérer ou de hausser les épaules. C'est une invitation. Une invitation à chercher plus intelligemment, à observer plus soigneusement, à construire de meilleurs télescopes, à envoyer de meilleures sondes, à développer des théories plus précises. Feynman disait aussi quelque chose d'essentiel sur l'éducation et sur la façon dont nous transmettons la science. Il disait que quand tu enseignes à quelqu'un le nom d'un oiseau, cela ne lui apprend pas ce qu'est l'oiseau. La vraie connaissance n'est pas dans les noms. Elle est dans la compréhension des comportements, des structures, des relations, des causes et des effets. Et il trouvait que trop souvent, l'éducation scientifique enseigne les noms sans la compréhension. Elle enseigne la relativité comme un ensemble de formules à mémoriser, pas comme une façon radicalement différente de penser l'espace et le temps. Elle enseigne la mécanique quantique comme une liste de résultats expérimentaux, pas comme la découverte bouleversante que la réalité au niveau fondamental est probabiliste et non déterministe. Loves. Et c'est pour ça que cette conversation, cette façon d'aborder la physique, d'aborder la cosmologie, d'aborder les questions extraterrestres est si importante. Non pas pour donner des réponses définitives à des questions ouvertes, mais pour développer la capacité de tenir ces questions, de les regarder en face sans se détourner, de les explorer avec rigueur et avec joie, parce que la joie est fondamentale. Feynman le répétait, la science sans joie est une bureaucratie, la curiosité sans joie est une névrose. Et la physique, quand tu la comprends vraiment, quand tu commences à sentir comment les lois de l'univers s'emboîtent les unes dans les autres avec une élégance presque musicale, est une source de joie profonde et durable. La joie de comprendre. La joie de voir comment la même équation qui décrit la chute d'une pomme décrit aussi le mouvement des planètes et des galaxies. La joie de réaliser que l'énergie qui fait battre ton cœur obéit aux mêmes lois que l'énergie qui fait briller les étoiles. Puis, il y a une dernière chose que Feynman aurait dite, une chose qu'il a effectivement dite dans différentes formes à différentes occasions et qui résume peut-être le mieux tout ce que nous avons exploré ensemble. Il aurait dit que l'univers n'a pas été conçu pour être à notre taille. Il n'a pas été conçu pour être compréhensible à notre intuition quotidienne. Il est immense d'une façon qui dépasse tout ce que notre cerveau peut visualiser directement. Il est vieux d'une façon que notre sens du temps ne peut pas vraiment sentir. Il est régi par des lois qui parfois contredisent radicalement notre intuition, comme la mécanique quantique et la relativité. Et pourtant, nous pouvons le comprendre. Avec les mathématiques, avec les expériences, avec la pensée rigoureuse, nous pouvons extraire les secrets de cet univers géant et indifférent. Nous pouvons trouver les lois qui le gouvernent, nous pouvons les utiliser pour voyager, pour communiquer, pour construire, pour survivre. Et peut-être, si nous sommes suffisamment intelligents et suffisamment courageux pour devenir quelque chose que cet univers n'a peut-être jamais vu, une espèce qui a traversé le grand filtre. Et si un jour, dans un futur lointain, une nanosonde humaine atteint un système stellaire distant et trouve les traces d'une autre civilisation, qu'elle soit éteinte ou vivante, que ce soit une ruine ou un signal actif, ce moment sera le fruit de tout ce travail, de toute cette curiosité. De toutes ces questions posées dans des nuits de septembre allongées dans l'herbe, de tous ces physiciens qui ont refusé d'accepter l'ignorance confortable, de tous ces ingénieurs qui ont transformé des équations en métal et en feu. Tin Sentido, le silence du cosmos n'est pas une réponse. C'est une question, et les meilleures questions ne méritent pas qu'on les ignore. Elles méritent qu'on leur consacre toute l'intelligence, toute l'énergie, toute la passion que nous avons. Et si cette conversation t'a allumé quelque chose, si quelque part dans ce que nous avons exploré ensemble, tu as senti ce frisson particulier que Feynman reconnaissait comme le début de la compréhension vraie, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Continue à chercher, continue à demander. Continue à regarder ce ciel de septembre avec les yeux qui voient non plus des points lumineux, mais des soleils avec leur système planétaire, leur chimie possible, leurs histoires cosmiques, leurs silences qui sont peut-être des appels que nous n'avons pas encore appris à entendre. Parce que la vraie question que la paradoxe de Fermi pose, celle que Feynman aurait tapée avec ses baguettes de bongo avec le plus d'insistance n'est pas « Où sont les autres ?» La vraie question est « Serons-nous encore là pour les trouver ?» Et cette question-là, c'est toi qui y réponds, chaque jour.
avec les choix que tu fais, avec l'importance que tu accordes à la science, à la curiosité, à la compréhension, avec ta façon de voter, de consommer, d'éduquer tes enfants, de choisir ce qui mérite ton attention et ton temps. L'univers ne te demande pas d'être physicien. Il te demande de ne pas être indifférent. Bueno, c'est ce que Feynman aurait dit. Et puis il aurait souri, repris ses bongos et commencé à jouer quelque chose d'enthousiaste et de légèrement décalé. Parce que la physique, l'univers, la vie et tout le reste sont bien trop fascinants pour être abordés avec autre chose que de la joie.